Consulté par le Premier ministre, le nouveau chef du gouvernement, qui va incessamment former son gouvernement, car il dit qu'il a besoin de tout le monde, des conseils, des propositions pour lui permettre à travailler comme il se doit, surtout à ce qui est du système éducatif congolais. Et la question épineuse de la question enseignante, cette question est une question qui revient chaque année, à chaque mandat, et vous comprendrez qu'il y a un moment où les SIECO aillent à dénoncer la mégestion dans ces secteurs. Et aujourd'hui, nous pensons, après avoir présenté et déposé nos suggestions, dans le cadre d'une note technique mémorandum au nouveau Premier ministre, la question de l'enseignant va trouver solution de la maternelle à l'université. Vous savez que la question enseignante ne se pose pas seulement à l'EPST, à l'ESI, mais il y en a aussi au FPAM, aux affaires sociales et aussi à la jeunesse et sport, et même dans l'informel, puisque l'éducation étant un tout, tel que dit par Polo Alto qui dit tout est communication. Mais lorsqu'il n'y a pas de communication, lorsqu'il n'y a pas de décisions qui sont respectées, nous pensons que le système éducatif congolais de notre pays ne va pas aller à bon train. Mais néanmoins, nous avons parlé des inspecteurs, nous avons stigmatisé ce qui se passe au SECOP. Vous êtes sans oublier que après l'exigence à l'ancien gouvernement et au chef de l'État d'amener un audit au SECOP, il s'est avéré qu'il y a 62 milliards de francs congolais qui sont dilapidés chaque nuit. Nous avons parlé de la pédagogie, car il faut aller en 2030 avec les objectifs de développement. Mais nous avons mis l'accent sur l'ODD 4 qui ne concerne que l'éducation. Nous avons parlé de la pédagogie, puisque aujourd'hui c'est tout le monde qui crie ici, l'enseignant, les parents, les églises, vous les journalistes, le gouvernement lui-même, qui pense qu'il n'y a que l'enseignant qui doit tout faire pour ramener le système éducatif congolais au-dessus des trous. Mais néanmoins, une école, un institut supérieur, un centre de formation, nous les prenons ensemble et nous l'appelons une communauté. Et cette communauté doit être soutenue par tout le monde. Puisqu'elle doit être soutenue par tout le monde, nous avons parlé en termes de conseils et non des exigences. Mais néanmoins, nous avons eu à dire clairement que nous avions parlé au chef de l'État le 10 et le 11 août 2020 pour dénoncer ce qui se passe dans les sous-secteurs de l'EPST et aussi
nous exigeons que tous ceux qui ont été cités dans ces vols, dans ces détournements, soient inquiétés par la loi. Car il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Mais néanmoins, nous savons qu'il y a aussi l'EFPEN. L'EFPEN est un fonds de la promotion de l'éducation qui a été créé pour suppléer les salaires des enseignants. Mais aujourd'hui, où va l'argent, où passe l'argent? Et nous avons prié au nouveau Premier ministre de prendre soit un décret, soit une ordonnance qui, dans son contenu, va contraindre toutes les parties prenantes qui doivent verser l'argent dans ces fonds pour aider le chef de l'État à réussir son régime de la gratuité. Car vous savez, l'argent ne se retrouve pas seulement à la Banque mondiale qui est une institution privée. Nous avons des réformes, nous avons PERS, nous avons PAC, nous avons SPACE, mais l'argent qui est versé par la Banque mondiale est dilapidé par les mêmes personnes qui gèrent ces réformes. Ça va où? Ça passe où? Nous avons parlé de l'éducation de qualité, mais comment l'avoir? Mais l'éducation de qualité passe par le suivi de l'inspecteur. Mais l'inspecteur qui n'a pas sa prime d'itinérance, l'inspecteur qui fait les pieds, qui quitte l'Est pour l'Ouest avec des chaussures qui pèsent 1 kilo et qui ne sait pas comment arriver dans cette école. Quand il y arrive, on lui donne 2000 francs, 5000 francs, il ne contrôle pas l'enseignant et il s'en va. Et aussi, les recrutements de ces inspecteurs, les concours, même ceux qui ne participent pas à ces concours, sont cooptés et ils deviennent inspecteurs. La réaction du Premier ministre, le Premier ministre a tout pris et a promis d'autres séances de travail pour aider à trouver solution à la question enseignante. Lorsque nous parlons question enseignante, nous parlons de la maternelle à l'université et tous les autres secteurs utilisateurs de l'enseignement. En effet, nous avons conduit la délégation du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, les SYNECAT, auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons échangé avec lui en rapport avec les missions qu'on lui a assignées par le président de la République, chef de l'État. On est revenu notamment sur les questions qui minent le secteur de l'EPST, notamment la question relative à la gouvernance. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la gouvernance du sous-secteur de l'EPST pose véritablement problème. Et donc, il est important qu'on puisse voir dans quelle mesure, lorsqu'il va devoir former son gouvernement, qu'il puisse qu'il puisse avoir une certaine attention sur cette question de gouvernance. La deuxième question qui a été abordée au niveau de nos échanges, c'est la question relative à la gratuité de l'enseignement. Il est important que l'on puisse regarder de près la question relative aux infrastructures. Il nous faut de nouvelles salles, de nouvelles écoles pour pouvoir résorber tous les flux que la gratuité a induit. En fin de compte, nous avons parlé des réformes. Nous avons demandé au Premier ministre, parce qu'il est jeune, il a de la fraîcheur, il a vraiment du ressort, qu'il puisse prendre des réformes courageuses, notamment en ce qui concerne les CECOP. Nous tous, nous avons suivi les scandales au niveau du ministère de l'EPST. Il faut absolument qu'on puisse réformer, assainir les fichiers du CECOP pour que nous puissions connaître les effectifs réels de l'enseignement. Laissez-nous vous dire que la considération que le Premier ministre porte aux enseignants, ça nous a donné une certaine confiance, mais également il a promis qu'il va devoir lutter contre la corruption, contre les méthodes de fraude et les pratiques de tricherie. Nous pensons que ça pourra permettre que le gouvernement puisse avoir les moyens de la politique afin de pouvoir revoir les conditions de vie et de travail des enseignants. Nous avons terminé par la mutuelle de santé des enseignants. Il ne faut pas oublier que cette mutuelle a été bradée et je crois que le Premier ministre, dans la formation du gouvernement, va devoir tenir compte de tous ces aspects afin qu'il ait des gens, des bonnes personnes autour de lui qui vont devoir l'accompagner.
Oui, nous sommes une délégation des syndicats de magistrats. C'est sur invitation du Premier ministre que nous sommes venus et nous avons échangé avec lui sur d'abord la formation du gouvernement, puisque c'est ce à quoi il nous a invités, et également il voulait, dans le cadre de la politique du gouvernement, avoir le point de vue des organisations syndicales, entre autres celles de magistrats. C'est à ce titre que nous sommes venus et nous lui avons également donné notre position par rapport à certains points qui intéressent la gestion du pouvoir judiciaire. Quelle est cette position de... Nous avons voulu d'abord, dans un premier temps, rappeler les prescrits de la Constitution, qu'un État de droit repose sur la séparation du pouvoir. C'est ainsi que nous aimerions, dans le cadre de la formation du gouvernement dans un premier temps, que nous ayons un ministre qui est un ministre de la Justice qui soit une interface entre l'exécutif et les judiciaires, un trait d'union entre l'exécutif et les judiciaires, et non celui qui va s'immiscer dans la gestion de l'administration de la justice. Puisque vous savez que nous avons opté, donc c'est le constituant a opté le modèle italien où il y a une séparation nette de pouvoir. Mais nous, par contre, nous avons laissé des ponts de collaboration entre les pouvoirs et nous voudrions que cette collaboration entre l'exécutif et les judiciaires soit parfaite dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt d'un État de droit. Et en sus, nous avons également voulu rappeler au gouvernement que la Constitution de la République voudrait que le pouvoir judiciaire élabore son propre budget et que cela soit transmis au gouvernement pour être inséré au budget national. C'est vrai que cela ne doit pas être élaboré uniquement par le gouvernement, par le pouvoir judiciaire seul, sans tenir compte de certains éléments du gouvernement. Mais ce qui est important, c'est que le budget du pouvoir judiciaire soit pris en compte. Nous avons également relevé qu'il y a certains problèmes de fonctionnement. Il y a certains problèmes de rémunération des magistrats. Vous savez, nous avons opté, le gouvernement a opté, la République a opté d'adhérer à l'espace OHADA. Et sur ces plans-là, il y a des standards internationaux auxquels nous sommes astreints, entre autres en ce qui concerne la rémunération des magistrats. Nous avons discuté là-dessus. Nous avons également discuté sur la prise en charge effective de soins médicaux, la prise en charge médicale des magistrats et de leurs familles. Et nous avons également là-dessus fait des propositions au gouvernement et aussi en ce qui concerne la rémunération des magistrats pour l'exercice en cours et également pour l'exercice à venir. Et nous avons insisté pour que la collaboration soit totale entre les judiciaires et l'exécutif. Si réellement nous voulons maximiser ou accroître les recettes de l'État, il faudrait qu'on donne au pouvoir judiciaire les moyens de pouvoir travailler là-dessus. Ainsi, nous avons demandé formellement au Premier ministre de retirer les décrets Mouzitou et les décrets Matata qui subordonnaient les poursuites en matière fiscale et douanière à la plainte préalable des régies. Or, nous savons que dans la plupart des cas en matière de fraude douanière et de fraude fiscale, ce sont les agents des régies qui y sont impliqués. Alors, vous ne demanderez pas à une personne qui est soupçonnée sa plainte préalable pour qu'on puisse ouvrir une information à sa charge. Voilà entre autres points sur lesquels nous avons échangé avec le Premier ministre, qui a été attentif et qui a également montré sa disponibilité de pouvoir travailler avec nous. Et c'est un premier contact, comme il a dit. Donc d'autres contacts vont se poursuivre. Et nous en avons également profité pour lui remettre un document qui soit une boussole qu'il pourra utiliser lorsqu'il s'agira de débattre des questions du pouvoir judiciaire et surtout en ce qui concerne le budget et dans le cadre de la politique globale du gouvernement. Voilà de façon ramassée ce que nous avons échangé avec le Premier ministre.
Bon, nous sommes l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP-ANSI. Nous avons été honorés par l'invitation du Premier ministre qui nous a été adressée afin que nous puissions venir les rencontrer pour une séance de travail relative, bien entendu, vous savez, à la formation du gouvernement. Il était question que nous puissions, et derrière nous, là, vous voyez, c'est la délégation de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Nous avons été en séance de travail avec le Premier ministre chef du gouvernement. Nous avons présenté l'ensemble des différents problèmes que rencontrent les agents des carrières des services publics de l'État. Notamment d'abord, il faut qu'on aille vite à la définition d'une politique salariale la plus équitable, la plus meilleure qui soit. Il nous a donné une oreille attentive. Nous nous réjouissons pour ça. Nous avons également parlé de meilleures conditions des agents de carrière des services publics et de l'État. Nous avons parlé également de la lutte contre la corruption, la fraude et consorts. Et nous lui avons demandé, et à cet effet, qu'il faut qu'on sache que les syndicalistes ne sont pas toujours là pour déranger. En fait, c'est aussi pour contribuer à ce que l'État, dans la mobilisation de moyens, ait le moyen, et ceux-là qui ont contribué à ce que ces moyens soient mobilisés, soient également reconnus. Très bien, le centre de nos échanges était sur la problématique de la jeunesse. Nous avons brossé avec le Premier ministre qui était notre ancien ministre de la jeunesse sur les vraies problématiques des jeunes que lui connaît parce qu'il nous a installés à l'époque. Il nous a donné ce cadre pour pouvoir évoluer d'une manière quotidienne. Et aujourd'hui, nous sommes revenus vers lui pour lui dire que la jeunesse congolaise allait très mal et qu'il fallait faire des grandes réformes pour pouvoir justement arriver à ce qui serait demain le sourire et un meilleur avenir pour les jeunes congolais. Et quelles sont ces réformes que vous proposez pour le ministre? Principalement, c'est sur l'entrepreneuriat des jeunes. Demander de mettre sur pied le fonds promotionnel de la jeunesse qui donnera un élan énorme pour les différents échanges économiques entre les jeunes et une soutenance d'une manière quotidienne au niveau de la primature sur la jeunesse congolaise. Par rapport au prochain gouvernement, quels sont les autres des jeunes en termes de représentation? Très bien, la représentativité des jeunes doit être d'une manière complète. Nous avons des jeunes de tous bords qui sont très qualifiés, surtout dans le secteur de la jeunesse, parce que c'est le secteur que nous connaissons le mieux. Et nous pensons que le prochain ministre de la jeunesse doit certainement sortir de ces rangs-là, des associations et des jeunes qui ont déjà œuvré dans le passé. Nous voulons faire le distinguo entre les ligues des jeunes et le ministère et les associations des jeunes qui sont pour les jeunes congolais d'une manière quotidienne, tandis que les ligues des jeunes, c'est tout simplement pour acquérir le pouvoir et ensuite on oublie cette population qui est meurtrie et qui continue à aller dans un désarroi. Pardon? Je m'appelle Moussa Seydi Massou, président du Conseil national de la jeunesse. Merci infiniment. Je vous en prie.